Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, vous avez apparemment eu largement le temps d'enlever vos manteaux et de vous mettre à l'aise? Oui. C'est très important parce que nous, on fait le tour du monde pour venir vous raconter des histoires. On ramène des souvenirs, des vêtements, des petits instruments, mais surtout des histoires. Donc c'est important que vous soyez très très bien installés. Et pendant ce spectacle d'histoire et de contes avec mes copines conteuses, on va vous demander de nous aider par moment à faire des petits sons ou des petites musiques. Par exemple, est-ce que tout le monde ici sait faire le vent? Oui. Oh, on a affaire à des professionnels. Alors nous, on a une petite technique, on met les mains en triangle devant la bouche et on souffle à l'intérieur. On essaye? Et si le vent forcit, que ça devient une grosse tempête, qu'est-ce qu'on fait? On souffle plus fort à l'intérieur. C'est la tempête là. Non, pas trop, on va avoir froid après. Moi, j'ai besoin à un petit moment d'un petit cri que vous allez faire avec moi. C'est juste 2 lettres, c'est li 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 li. Ça va aller? Je vous montre comment ça fait, après vous le faites. Ok, ça fait li 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 li. Oh, Pas mal. Parfait. alors moi j'ai gardé le plus dur pour la fin. Il faut compter jusqu'à 4. Trop fastoche. Non, c'est non, c'est compter jusqu'à 4, Oui. mais ensemble, c'est ça qui va être difficile. Alors on essaye. 1, 2, 3, 4. Wow. Parfait, je pense que ça va beaucoup nous aider. Ah, parfait. Parfait. Ma doudou m'a dit t'es pas doué. Oh dis donc tu t'es pas regardé. Oh bah oh bah oh bah bah oh bah oh bah oh. Ma doudou m'a dit t'es pas doué. Oh dis donc tu t'es pas regardé. Oh, dis donc, m'a dit, t'es pas doué. Oh, dis donc, tu t'es pas regardé. Oh, bah, oh, bah, oh, bah, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, bah, oh. La première histoire que on va vous raconter va nous transporter tous vers un continent lointain et chaud que l'on appelle l'Afrique. Et il y a très longtemps, comme souvent dans les histoires, les choses se sont passées il y a très longtemps. Figurez-vous qu'on raconte là-bas, eh bien que les animaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, les chiens, les chats, les hamsters, les éléphants et tous les autres, eh bien on raconte qu'à cette époque, les animaux n'étaient pas du tout, mais pas du tout intelligents. On dit même que ces pauvres animaux étaient bêtes. Mais bêtes! Ils étaient si bêtes, ces pauvres animaux, eh bien qu'on les tuait beaucoup trop facilement. Alors un jour, eh bien le dieu de la terre en eut assez de voir ces pauvres animaux se faire massacrer de la sorte à cause de leurs bêtises. Alors il cherche une solution, il trouve et il décide de leur descendre un sac plein d'intelligence. Il appelle donc son messager, lui dit « Tu vas descendre ce sac plein d'intelligence sur la terre ». Le messager prend le sac et il descend donc sur la terre où il atterrit au cœur de la savane. Il pose le sac très lourd, plein d'intelligence au pied d'un énorme baobab. Et comme il est fatigué de son long voyage, eh bien, il va faire une petite sieste à l'ombre d'un autre baobab. Quelques instants après, vient à passer un lièvre
et un chacal. Et lorsque les deux animaux voient le sac, ils se disent « Oh, vois ce sac, frère lièvre, vois ce sac !» Alors les deux animaux accourent, essayent de soulever le sac. Mais il est beaucoup trop lourd. Heureusement pour eux, vient à passer un peu plus loin une toute petite, minuscule, adorable petite tortue. Et lorsqu'elle voit les deux animaux en difficulté, elle ne peut s'empêcher de leur dire « Mais vous n'avez qu'à vous aider du tronc du baobab. Vous vous appuyez contre le tronc et vous hissez le sac sur votre dos. » Alors le lièvre essaye, il s'appuie contre le tronc et il hisse le sac sur son dos. C'est à ce moment-là que les animaux filent dans le terrier du lièvre et l'histoire raconte que c'est à ce moment-là qu'ils ouvrent le sac et qu'ils découvrent qu'il est rempli à ras-bord d'intelligence. Alors le lièvre en prend une poignée. Le chacal en prend également une poignée. La petite tortue allait savoir pourquoi. L'histoire raconte qu'elle en prit deux. Et un renard qui était passé par là, eh bien, en prend également une poignée. Voilà pourquoi, en Afrique, on raconte et on explique que ces animaux-là, le lièvre, le chacal, la tortue et le renard, sont les animaux les plus intelligents. Rassurez-vous, évidemment, tous les autres animaux de la planète eurent de l'intelligence, mais pas autant que ces quatre-là. Alors, attends, oui, non, pardon. Non, parce que comme je viens de leur raconter l'histoire des animaux très intelligents, oui, je me disais que ce qui serait intéressant par rapport à la... c'est l'histoire de la petite tortue. Mais si, rappelez-vous, enfin, l'histoire de la petite tortue. Je vous la raconte. Je vous la raconte. Bah oui. La petite tortue qui avait pris combien de poignées d'intelligence? Eh bien, cette petite tortue qui avait effectivement pris, elle, 2 poignées d'intelligence, on raconte dans cette histoire qu'un jour, elle se dit qu'elle allait pouvoir peut-être berner certains animaux. Et un jour qu'elle marchait dans la savane, elle croise la route d'un énorme éléphant. Celui-ci, évidemment, lui dit « Pousse-toi de mon chemin, je suis beaucoup plus fort que toi, je vais t'écraser. » Sauf que la petite tortue se met à rire à sa façon et lui dit « Ah, tu es toujours en train de te vanter de ta force alors qu'en réalité, je suis persuadée que je suis plus forte que toi. » Alors là, l'éléphant se met à rire. Toi, petite ridicule, minuscule, insignifiante petite tortue, alors toi, tu serais plus forte que moi? Et comment peux-tu le prouver? Eh bien, c'est très simple. Demain, nous ferons une lutte à la corde. Et nous verrons bien qui de nous deux est le plus fort. Puis la petite tortue, toujours aussi maligne, va de l'autre côté et de nouveau croise cette fois-ci un énorme rhinocéros. Lui, il avait eu un tout petit peu d'intelligence. Et l'énorme rhinocéros qui dit à la petite tortue « Pousse-toi de mon chemin, je vais t'écraser, je suis beaucoup plus forte que toi. » Alors là, la petite tortue de nouveau se met à rire et lui dit exactement la même chose qu'à l'énorme éléphant. « Ah, tu es toujours en train de te vanter de ta force, alors qu'en réalité, je suis persuadée que je suis plus forte que toi. » lui répond le rhinocéros. Toi, petite, ridicule, minuscule, insignifiante, petite tortue, alors toi, tu serais plus forte que moi? Et comment peux-tu le prouver? Eh bien, c'est très simple. Demain, nous ferons une lutte à la corde et nous verrons bien qui de nous deux est le plus fort. Puis la petite tortue rentre chez elle et revient le lendemain matin avec une très longue corde de liane. Puis elle va trouver de nouveau l'énorme éléphant.
corde. Extrémité, ça veut dire le bout. Ça va, ok, super. Et quand je vais te crier tire, eh bien tu tireras. Puis la petite tortue prend l'autre extrémité de la corde et va cette fois-ci, beaucoup plus loin, retrouver l'énorme rhinocéros. Prends l'extrémité de cette corde. Bon, le bout, tu vois le bout, voilà, le bout de la corde. Et quand je vais crier tire, eh bien tu tireras. Puis la petite tortue se recule et comme elle l'avait promis, lance le top départ de la lutte à la corde. Tire! À ce moment-là, l'éléphant se met à tirer. Et le rhinocéros se met à tirer. Mais ce que ne savent pas ni l'éléphant ni le rhinocéros, c'est que la corde de liane qu'a ramenée la toute petite tortue est tellement, mais tellement longue qu'entre les deux animaux, eh bien, il y a des arbres et même une rivière, ce qui fait que ni l'un ni l'autre ne peuvent se voir. Alors, sans relâche, l'éléphant continue de tirer et le rhinocéros de tirer. Il tire. Toute la journée sans que ni l'un ni l'autre ne bouge, ne serait-ce que d'un seul pas. À la tombée de la nuit, enfin, la petite tortue de nouveau se met à crier « Stop !» Alors, l'éléphant, éreinté, lâche l'extrémité de sa corde. Le rhinocéros, éreinté lui aussi, lâche l'autre extrémité de la corde. Puis la petite tortue, ravie d'avoir su jouer un si malin tour, va trouver l'éléphant et lui dit à peu près ceci. « Ah, laisse tomber ! Je t'avais bien dit que toi et moi, nous étions de forces égales. » Puis la petite tortue va trouver le rhinocéros et lui dit exactement la même chose qu'à l'éléphant. « Ah, mais laisse tomber ! Je t'avais bien dit que toi et moi, nous étions de forces égales. » À partir de ce jour, il paraîtrait que la petite tortue, forte de son intelligence, a continué de jouer des tours et des tours à bien d'autres animaux. Il paraît même qu'elle continue aujourd'hui. Mais surtout, c'est que la petite tortue, ce jour-là, comprit que sa force à elle n'était pas dans ses gros muscles, mais bel et bien dans son intelligence. Maintenant. Partons de l'autre côté de la Méditerranée, au Moyen-Orient, à la rencontre d'un personnage haut en couleur, dont la réputation n'est plus à faire. Nasreddin Hoxha, connu par-delà les dunes de sable du Sahara. Il brillait tant par sa folie que par sa sagesse. Nasreddin Hoxha vivait avec sa femme et son fils. C'était un ado de 13 ans et comme tous les enfants de son âge, il se sentait mal dans sa peau. Hein. Il se trouvait pas beau et à tel point qu'il voulait même plus sortir de chez lui. Oh non, mais papa, mais regarde, t'as vu ma coiffure, ma figure, mes chaussures. Oh non, je vais pas sortir, oh, c'est trop la honte, tout le monde va se moquer de moi, non. Un jour, son père en eut assez et lui dit: mon fils, demain, tu viendras avec moi sur la place du marché. Oh non. Et le lendemain matin, ils quittèrent la maison fort tôt. Nasreddin Hoxha s'installa confortablement sur le dos de son âne. Et
son fils le suivit à pied. Oh là là. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place du village. À cet endroit-là, il y avait des hommes qui étaient assis dans un petit coin, qui bavardaient entre eux. À la vue de Nasreddin, ils s'écrièrent: voilà, regarde-moi cet homme-là! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il est là tranquille sur le dos de son âne pendant que son pauvre fils il marche à pied. Oh, il a bien profité de la vie pour laisser la place aux plus jeunes quand même. À ces mots, Nasreddin dit à son fils: as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi sur la place du marché. Oh non. Le lendemain matin, ils quittèrent la maison en faisant exactement le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils s'installa sur le dos de l'âne. Ah ouais. Et le père marcha à côté. Et tout naturellement, ils arrivèrent ainsi sur la place du village. Eh bien, les mêmes hommes étaient là aussi. Et ils bavardaient encore. Et à leur vue, ils s'écrièrent: ouah, regarde-moi ça! Regarde-moi cet enfant! Il est là tranquille sur le dos de l'âne pendant que son pauvre père il traîne la savane par terre. Ça se fait pas, hein? À ces mots, Nasreddin dit à son fils: as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi sur la place du marché. Oh non! Le troisième jour, ils quittèrent la maison, cette fois en tirant l'âne tous les deux. Et c'est exténué qu'ils arrivèrent sur la place du village. Eh bien, les hommes qui étaient toujours là et prêts à lâcher la bride de leur langue s'écrièrent: ah, regarde-moi ces deux imbéciles! Ils sont là, ils tirent l'âne alors que c'est l'âne qui devrait les tirer! Ah là 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 là! À ces mots, Nasreddin dit à son fils: as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi sur la place du marché. Oh non! Le quatrième jour, Nasreddin et son fils prirent la route. Et cette fois, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. Ils arrivèrent ainsi sur la place du village. Vous imaginez que les hommes les attendaient, et à leur vue, alors là, ils laissèrent éclater leur indignation. Oh là, mais regarde ces deux-là, c'est n'importe quoi, ils vont la tuer, la pauvre bête, elle va mourir s'ils continuent comme ça. À ces mots, Nasreddin dit à son fils: as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi sur la place du marché. Oh non, mais papa. Le cinquième jour, Nasreddin et son fils quittèrent la maison. Et cette fois, ils portaient l'âne sur leurs épaules. Et en arrivant sur la place du village, voilà, les hommes étaient là, alors là, ils se moquèrent à plein poumon. Ah, regarde-les, ces deux débiles! Ils portent l'âne, c'est l'âne qui devrait les porter! Nasreddin dit à son fils: as-tu bien entendu? Non, mon fils. Quoi que tu fasses dans la vie, les gens y trouveront toujours à redire et à critiquer. Et il faut pas écouter ce que les gens y disent. Non, il faut pas. Alors, est-ce que vous avez remarqué que quand vous vous baignez dans la mer qui est pas très loin quand même ici à Nice, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'elle a, la mer? Elle est salée, hein. Elle est polluée, mais c'est surtout qu'elle est salée. Alors on a dû peut-être vous donner des explications déjà un petit peu scientifiques, mais en fait, l'origine, l'histoire, elle nous vient d'un pays aussi très lointain, puisque l'origine du sel dans la mer nous vient de Chine. Et il y a très 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 longtemps en Chine vivaient deux frères.
Il y avait le plus grand, Wang l'aîné, et son petit frère, Wang cadet. Alors, les deux frères ne s'entendaient pas du tout. Le grand frère n'arrêtait pas d'embêter son petit frère. Il lui prenait toujours ses jouets, le battait, se chamaillait. Et les choses ne s'arrangèrent guère à la mort de leur père, car à la mort de celui-ci, eh bien, Wang l'aîné prit tout l'héritage. Il prit les meubles, les animaux, l'argenterie, la vaisselle, tout est si bien qu'il ne resta plus rien du tout pour le pauvre Wang cadet. Et il fut rapidement dans la misère. Alors un jour qu'il n'avait même plus rien à manger, Wang cadet alla voir son grand frère et lui dit « S'il te plaît, grand frère, peux-tu me donner un peu de riz ?» Mais Wang l'aîné était tellement méchant et avare qu'il refusa de lui donner ne serait-ce qu'un peu de riz. Alors, Wang cadet décida de faire comme il faisait à son habitude, de prendre sa barque et d'aller pêcher quelques poissons. Alors il prit un filet, il le jeta dans la mer et il se mit à attendre. Mais la chance n'était vraiment pas avec lui ce jour-là, car lorsqu'il retira le filet, il n'y avait rien du tout, pas un petit poisson, une petite crevette, rien du tout. Alors, il rentra chez lui, le cœur lourd, les mains dans les poches, quand tout à coup, en plein milieu de la route, il aperçut une meule. Une meule. Bouge! Les filles là. Attends, je t'entends pas avec le casque. Non, Dis-moi mais oui. 2 minutes. Non mais c'est quoi le bruit là? Eh ben la meule. Alors, non, je t'arrête tout de suite, Émilie. Là, alors déjà la meule, ça se dit pas dans toutes les régions, hein, voilà. Pour dire mobilette, les mobilettes, en plus ils connaissent pas la le mobilette, tchao, hein. tout ça. Mais non. Et puis c'était il y a très longtemps, ça n'existait absolument pas. Donc je te parle d'une meule, c'est une grosse pierre ronde qui sert à moudre, à écraser. Tu sais quand on fait de l'huile d'olive, eh ben on met les olives dedans, ça les écrase, ça fait de l'huile. Oui, d'olive. sympa la meule. Une meule. Voilà, c'est mieux comme bruit, ça c'est sûr. Hein. Et donc, il se dit, mais ça pourrait toujours servir. Alors, il prit la meule et il la mena chez lui. Arrivé sur le pas de la porte de sa maison, la femme de Wang cadet lui dit Bonjour Wang cadet, as-tu fait bonne pêche? As-tu pris beaucoup de poissons? Eh ben non, je n'ai pas pris de poisson, mais par contre, regarde, j'ai ramené une meule. Mais enfin Wang cadet, tu sais très bien que nous n'avons rien à moudre. Nous n'avons même plus un seul petit grain de riz. Ah si, un. Au fond du placard. Alors, de colère, Wang cadet mit la meule par terre et donna un grand coup de pied dedans. Et à sa surprise, la meule se mit à tourner, et du sel en sortait. Et la meule tournait de plus en plus vite, et de plus en plus de sel en sortait. Wang cadet était très content, mais en même temps, il commençait à s'inquiéter, car la meule tournait toujours, le tas de sel grandissait. Il ne savait pas comment faire pour l'arrêter. Alors, il pensait, il mesurait, il réfléchissait, quand tout à coup, il eut l'idée de la retourner. Et la meule s'arrêta. À partir de ce moment-là, Wang cadet et sa femme vécurent très heureux. Car à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils retournaient la meule, ils donnaient un coup de pied dedans, la meule se mettait à tourner, et quand ils avaient suffisamment de sel, ils la retournaient. Ils récupéraient le sel et ils allaient le vendre sur le marché ou ils le donnaient à des voisins en échange de ce dont ils avaient besoin. Et ainsi, Wang cadet et sa femme vécurent très heureux, loin de la misère. Mais le grand frère Wang l'aîné, qui habitait non loin de là, fut rapidement mis au courant de la nouvelle vie de son frère et il fut envahi par la jalousie. Alors il alla voir son petit frère et lui dit « Frère, prête-moi ta meule. »
Wang cadet aurait préféré garder la meule pour lui, mais il avait tellement de respect pour son grand frère qu'il la lui donna. Et Wang l'aîné était tellement pressé d'emporter la meule chez lui qu'il ne prit pas le temps d'écouter de quelle façon il fallait procéder, ce qu'il fallait faire pour l'arrêter. Quand son petit frère voulut lui expliquer, celui-là était déjà très très loin sur la route avec la meule sous le bras. Arrivé chez lui, Wang l'aîné posa la meule en plein milieu de sa maison qui était située tout en haut d'une falaise. Il donna un grand coup de pied dedans. La meule se mit à tourner, et du sel en sortait. Et la meule tournait de plus en plus vite, et le tas de sel commençait à grossir. Il allait bientôt atteindre le plafond, les murs de la maison allaient s'écrouler. Alors, pris de peur et de panique, Wang l'aîné alla récupérer la meule et décida de la faire sortir de chez lui. Et comme je vous ai dit, elle était tout en haut d'une falaise qui surplombait la mer. Alors, la meule dévala la pente, elle dévala la pente, elle dévala la pente, et elle finit sa course dans la mer. Et proute! Non mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? La meule proute dans l'eau. Mais non, mais c'est pas du tout ce bruit-là. Bah si, proute dans l'eau. Proute, proute. Là, on va faire une pause. Je crois que je vais demander plutôt aux enfants de m'aider parce que je sais pas ce qu'elles ont mangé ce midi. Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Oui. Ah oui, bah c'est presque pareil. Hein. Non, ben non, c'est pas pareil. Alors, on va faire... je vais recommencer et c'est vous qui allez faire le bruit, d'accord? Alors... La meule dévala la pente, dévala la pente, dévala la pente, dévala la pente et finit sa course dans la mer. Oui, bah... Je suis tout éclaboussée. Vous le notez pour les prochaines. Plouf. Voilà. Plouf, plouf. Et jusqu'à ce jour, la meule continue de tourner au fond de la mer et du sel en sortir. Personne n'est venu la retourner. Voilà pourquoi l'eau de la mer est salée. Retournons au Moyen-Orient pour retrouver notre illustre personnage Nasreddin Hoxha. Je vous l'ai dit, il était célèbre pour sa sagesse, mais aussi pour ses facéties. Oh oui, Nasreddin avait une malice sans limite. Oui, il était capable du meilleur comme du pire. Et ce jour-là, il avait décidé de préparer un bon couscous pour toute sa famille. Mais, dans sa cuisine, il n'avait pour ce faire qu'une toute petite marmite. Beaucoup trop petite pour un couscous pour toute la famille. Alors, tout naturellement, il décide d'aller taper chez son voisin pour lui emprunter une grosse marmite. Bonjour mon cher voisin, c'est Nasreddin. Je viens t'emprunter ta belle et grosse marmite. J'en ai besoin pour faire un beau couscous pour toute ma famille ce week-end. Le voisin connaît très très bien Nasreddin et ses petites roublardises, alors il se méfie. Et il n'accepte pas. Ma marmite, tu veux ma grosse marmite, la belle et grosse marmite de ma grand-mère qui est dans ma famille depuis des siècles? Non, je te la prête pas, je te fais pas confiance, tu vas pas me la rendre. Nasreddin insiste. Mais mon cher voisin, je suis Nasreddin, je suis quelqu'un d'honnête. Vas-y, prête-la-moi ta marmite, t'inquiète, je te la rends. Et je vais la faire briller, elle va être fantastique, elle aura jamais brillé autant. Tu vas voir, tu vas être aveuglé tellement elle va être belle quand je te la rends. Je te promets, demain je te la ramène, je te la rends. Allez, vas-y, prête-la-moi, s'il te plaît. Il insiste tellement que le voisin finit par accepter. Mais il lui prête une marmite moins grosse que celle de sa grand-mère et moins précieuse. Une moyenne marmite. Tiens, prends-la. Et Nasreddin, après avoir promis de lui ramener dès le lendemain, s'en retourne chez lui. Il prépare un bon couscous et le lendemain matin, le voilà à la porte de son voisin. Mon cher voisin, c'est Nasreddin, comme promis, je te ramène ta belle marmite. La voilà.
Le voisin, surpris, récupère sa marmite. Il l'inspecte, la regarde de tous côtés et... en la secouant, il entend... un bruit. Il ouvre le couvercle et à l'intérieur de sa marmite, il découvre une toute petite marmite. Comme un bébé marmite. Il interroge Nasreddin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Nasreddin de lui expliquer. Oh mon cher voisin, moi je sais pas. Cette nuit, il y a eu un drôle de bruit, je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai vu dans ta belle marmite? J'ai vu une toute petite marmite. Alors je me suis dit qu'elle avait accouché dans la nuit. Oui, ta marmite, elle a eu une petite fille. Alors moi je suis quelqu'un d'honnête, hein. Je te rends la mère et la fille. Hein. Le voisin n'est pas surpris de la bêtise de Nasreddin, mais il prend la petite marmite. Après tout, il a gagné une marmite, il est bien content. Merci. Et Nasreddin s'en retourne chez lui. La semaine passe, arrive de nouveau le week-end et Nasreddin a envie de faire un bon couscous, exactement. Alors il s'en retourne voir son... Mon cher voisin, c'est moi, c'est Nasreddin. J'ai besoin de ta belle marmite, tu peux me la prêter? D'après vous, le voisin, il lui prête ou il lui prête pas? Il lui prête. Voyons. Tu veux ma marmite? C'est pour faire un couscous? Oui. Eh ben... d'accord, je te la prête. Et même je te prête la belle et grosse marmite de ma grand-mère. Parce que maintenant je sais que tu es quelqu'un d'honnête. Je te fais confiance. Tiens, prends-la. Nasreddin repart avec la belle et grosse marmite de la grand-mère du voisin. Il s'en retourne chez lui en lui promettant de lui ramener le lendemain. Je te promets, hein, demain je serai là. Et il rentre chez lui. Et le lendemain matin, pas de Nasreddin à la porte du voisin. Le deuxième jour, toujours pas de Nasreddin à la porte du voisin. Le troisième jour, non plus personne. Le quatrième jour, personne à l'horizon. Le cinquième jour, toujours rien. Le sixième jour, le néant, le désert, personne. Le septième jour, le voisin excédé vient à la porte du voisin et vient parler. Nasreddin, ma marmite, où est-ce qu'elle est? Ça fait une semaine que je l'attends. Où est-ce que tu l'as mis? Il est furieux, hein. Et là, Nasreddin est obligé de lui avouer quelque chose. Oh, mon cher voisin, c'est terrible ce qui s'est passé. Je suis dans la tourmente depuis une semaine. Je ne sais pas comment je vais t'annoncer un truc pareil. Je comprends même pas comment c'est possible. C'est pas de ma faute, moi j'ai rien fait, je te promets. En fait, ta marmite, la semaine dernière, dans la nuit, elle est... morte. Oh non! Non! Oh non, pas la marmite, non! Excusez-moi les filles. Allô. C'est une marmite, hein? Oui, c'est une marmite. On va pas en faire tout un fromage. Oui. C'est les mots. Oh là là. Oh là là. Oui. Oh là là, cette marmite qui mourait comme ça me... Bon, ça y est, je peux? Bon. Le voisin de lui répondre. Morte! Ma marmite! Moi, Nasreddin, tu te moques de moi, là! Il est, mais furax, le voisin. Et là, Nasreddin, très calmement, de lui expliquer. Oh, mais mon cher voisin, tu le sais, comme tout le monde dans ce bas monde, tout ce qui vit sur Terre meurt un jour ou l'autre. Ma foi, si la semaine dernière tu as accepté que ta marmite elle puisse avoir une petite fille et qu'elle puisse donner la vie, il faut bien accepter qu'elle puisse mourir aujourd'hui. Et c'est ainsi, les enfants, que Nasreddin a échangé, vous vous souvenez, sa toute petite marmite contre la belle et grosse marmite de la grand-mère du voisin. Eh, il est pas si fou que ça, le Nasreddin, hein? Oh oui! Alors pour cette prochaine histoire que nous allons vous raconter, chut, attendez, on ne peut pas. Non, mais voilà, Émilie, ne concerne pas. Ah non, c'est la lumière, c'est pour la. Ni 2 ans, 3 ans. Bah non, parce que normalement, excusez, il y a toi, et moi. Oui, non, justement, toi, et comme ça. Bah non, regardez de la bébête. Non, mais écoutez, on va faire un duel à l'épée. Oula. Combat de l'épée. Voilà, non, on va faire un Kamehameha.
Non, mieux. Chou-fleur, chou-fleur, chou-fleur. Tu m'as marché sur le pied, ma vache. On est en ridicule. Tu sais, c'est mon histoire des conifères que je dois faire là Ah, maintenant. c'est l'histoire des petits conifères. Oui. Je confonds toujours avec le... Non. Elle est super, celle-là, l'histoire des Voilà, merci. Oh, bah dis donc, je Ouais, suis ouais, voilà. Pas toujours facile, hein, mais bon. Alors, et oui, parce qu'en plus, moi, je voulais absolument vous expliquer pourquoi les sapins, hein, parce que c'est bientôt l'époque, là, de faire le sapin de Noël, pourquoi on prenait justement les sapins, parce qu'ils avaient encore toutes leurs aiguilles par rapport à tous les arbres qui perdent leurs feuilles. Alors, cette histoire, elle nous vient d'un pays où il va faire beaucoup, beaucoup plus froid que les autres pays. C'est le Canada. Le Canada. Il fait très, 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 très froid au Canada, l'hiver. Et donc, au Canada, il y a aussi beaucoup d'arbres, des grandes forêts. Et dans les forêts, on trouve beaucoup d'oiseaux. Et mon histoire est celle d'un petit merle qui vivait justement au Canada. Et vous savez que justement, les oiseaux, quand ils sont dans un pays froid, eh bien, ils partent à l'automne vers des pays plus chauds pour ne pas justement mourir de froid en restant dans ces pays. Et mon histoire est l'histoire d'un petit merle qui était né au printemps, qui avait bien grandi tout l'été et qui, la veille du départ vers les pays plus chauds, s'entraînait avec sa famille et ses amis dans le ciel. Il s'entraînait à voler, quand tout à coup, il fut percuté par un autre oiseau, un héron. Alors, le petit merle n'était pas mort, mais lorsqu'il se releva, son aile pendait bizarrement et elle lui faisait très mal. Alors un vieux merle s'approcha de lui et lui dit « Oh, mais mon pauvre, tu t'es cassé ton aile. Tu ne pourras pas partir avec nous faire le grand voyage. Nous allons voler pendant des heures et des heures au-dessus de grandes mers. Tu vas certainement avoir très mal, te fatiguer, et donc tu risques de te noyer. Il faut que tu restes ici, que tu trouves un arbre où faire ton nid pour l'hiver et nous reviendrons te chercher au printemps. » Le petit merle était bien sûr très triste et affolé, mais tout le monde réussit à le convaincre. Et donc, le lendemain matin, c'est vraiment le cœur plein de larmes qu'il regarda toute sa famille et tous ses amis partir dans le ciel. Il les regarda jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un petit point noir au loin. Alors il prit son courage à deux pattes et il se mit en chemin afin de trouver un arbre où faire son nid pour l'hiver. Il sautille, hein, normalement. Et assez rapidement, il rencontre un chêne, un magnifique, un très vieux chêne, bien robuste. Alors il dit, à coup sûr, celui-ci pourra m'héberger. Alors le merle s'adressa au chêne. Bonjour, monsieur le chêne. Voilà, je suis un jeune merle, je me suis cassé mon aile et je n'ai pu partir avec le reste de ma famille vers des pays plus chauds. Alors, je cherche un arbre où faire mon nid pour l'hiver. Me permettez-vous de m'installer sur l'une de vos branches? Non, 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 Oh non, complètement non. Bon, le chêne dit au petit merle, mais non, mais il n'en est absolument pas question. Hein? Qui te dit que tu ne mangeras pas tous mes glands, hein? Et que je deviendrai un chêne sanglant dont tous les autres arbres se moqueront? Bon, non, il n'en est pas question. Va chercher un autre abri ailleurs. Le jeune merle était bien sûr déçu par cette première rencontre, mais il ne se découragea pas et il reprit sa route. Au détour d'un talus,
il tombe nez à nez avec un immense bouleau. Très fin, très élégant, bien feuillu. À coup sûr, celui-ci pourrait l'héberger. Alors, le jeune merle s'adressa au bouleau. Bonjour, monsieur le bouleau. Voilà, je suis un jeune merle. Je me suis cassé une aile et je n'ai pu partir avec le reste de ma famille, de mes amis, vers des pays plus chauds pour y passer l'hiver. Alors, je cherche un arbre où faire mon nid pour l'hiver. Mais ce sera que pour l'hiver, hein. Au printemps, je partirai. Me permettez-vous de m'installer sur l'une de vos branches? Oh, non. Le bouleau regarda le jeune merle, il sourcilla les cils et dit mais t'es pas un petit peu fou, toi? Hein? M'occuper de mes branches me demande déjà suffisamment de travail. Je ne peux en sacrifier aucune pour toi. Ah, va chercher un autre abri ailleurs. Le jeune merle commença à se décourager, tant le poids de son chagrin était lourd à porter et que son aile lui faisait mal, mais il n'avait pas le choix. Il fallait absolument trouver un arbre dans cette forêt qui pourrait l'héberger. Alors il continua sa route et au détour du chemin, il aperçut un saule, un énorme saule magnifique avec ses branches flexibles. Il était énorme, magnifique. À coup sûr, celui-ci pourrait l'héberger. Alors, le jeune merle s'adressa au saule. Bonjour, monsieur le saule. Voilà, je suis un jeune merle. Je me suis cassé mon aile et je n'ai pu partir avec le reste de ma famille et mes amis vers des pays plus chauds pour y passer l'hiver. Je cherche un arbre qui pourrait m'accueillir pour que je puisse y faire mon nid pour l'hiver. Mais au printemps, je partirai, je vous assure. Me permettez-vous de m'installer sur l'une de vos branches, s'il vous plaît? Non. Le saule regarda le jeune merle et lui dit je te connais pas, toi. Tu viens pas par ici d'habitude. Non, mais écoute, je suis désolée, mais qui me dit que tu ne feras pas des petits trous dans mes branches, hein, que tu ne mangeras pas mes feuilles quand tu auras faim Non, je sais, hein, mais écoute, trouve des arbres qui accueillent des oiseaux étrangers. Hein. Moi, je peux rien pour toi, je suis désolée. Va chercher un autre abri ailleurs. Hein. Le jeune merle était bien pressé de trouver un arbre, mais personne ne voulait l'aider dans cette forêt. Et à chaque fois qu'il s'adressait maintenant à un arbre, celui-ci tournait la tête, car ils avaient tous eu vent de l'histoire et personne ne voulait l'aider. Alors, tant bien que mal, il marcha quand même pendant 6 jours et 6 nuits. Et au matin du 7e jour, il arriva dans une clairière. Une clairière, c'est un endroit où il n'y a pratiquement plus d'arbres. Mais au milieu de cette clairière, il y avait 3 arbres, 3 conifères. Il y avait un pin, un sapin et un genevrier. Alors le jeune merle, à bout de force, arriva jusqu'au pied de ces 3 arbres. Et cette fois-ci, ce fut le pin qui prit la parole en premier. Et le pin dit au merle, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être déjà bien loin. Si tu restes ici, tu vas mourir de froid. » Alors le jeune merle dit, « Oui, je sais bien. Et ça fait 1 semaine que je cherche un arbre pour faire mon nid et personne ne veut de moi dans cette forêt. » Alors le pin regarda ses amis, il leur fit un clin d'œil et le pin dit au merle, « Mais tu peux faire ton nid sur une de mes branches. Elles sont suffisamment solides pour t'y accueillir. » Et le sapin qui était à côté dit, « Fais ton nid sur la branche du pin et colle-toi à une de mes branches touffues, ainsi je pourrai te protéger du vent du nord. » Et le genevrier qui était juste à côté dit, « Fais ton nid sur la branche du pin, bien collé à une branche touffue du sapin, et mange de mes baies, j'en ai suffisamment pour tout l'hiver. »
Alors, le petit merle fit son nid sur la branche du pin, bien collé à une branche touffue du sapin, et tous les matins, il se régalait des baies, de petits fruits du genevrier. Et pour remercier ses nouveaux amis, tous les matins, il leur offrait son plus beau chant. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mais quand le vent du nord souffla sur la forêt, Le vent. un frisson parcourut les bois. Celui-ci s'attaqua tout d'abord aux chênes, qui, malgré sa résistance, vit ses feuilles une à une tomber sur le sol. Ensuite, le vent s'attaqua, c'était quoi le deuxième arbre? Au bouleau, qui malgré lui aussi, sa résistance, se retrouva nu comme un vermisseau en 2 secondes. Et ensuite, il s'attaqua au troisième arbre, le saule, qui lui aussi, malgré tous ses efforts, fit toutes ses feuilles tomber une à une jusqu'à former un énorme tapis autour de lui. Et ensuite, le vent s'approcha des conifères et il se dit « Tiens, il me reste encore des petits arbres verts. » Stop! C'était le roi Hiver qui passait par là, avec sa tignasse toute blanche et des stalactites qui lui tombaient des mains. Il s'en servait pour se recoiffer un petit peu de temps en temps. Il s'adressa au vent et dit « Laisse-les tranquilles. Des autres, je n'ai pas pitié. Mais eux sont venus en aide auprès d'un jeune merle qui cherchait de l'aide. Comme récompense, ils pourront rester verts aussi bien l'été que l'hiver. » À ce moment-là, le vent écarta la branche du sapin et il y vit le petit merle dans son petit nid bien au chaud. Alors il fut ému et il dit « Vous avez raison, je vais les laisser tranquilles. » Et c'est ainsi, depuis ce temps-là, effectivement, que tous ces conifères restent verts aussi bien l'été que l'hiver. Et cet hiver qui va bientôt commencer, quand vous allez vous promener, il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais un petit peu dans la montagne, faites très attention si vous soulevez une branche d'un de ces arbres, car il est fort possible d'y trouver le nid d'un petit oiseau qui cherchait un abri pour l'hiver. C'est à moi. Non mais c'est vrai qu'elle était vraiment très bien parce qu'elle explique pourquoi les conifères sont toujours verts. Ça aurait été quand même hyper dommage que je ne la raconte pas. Mais je peux y aller vraiment. C'est bon. D'accord. Bon alors pour cette dernière histoire que l'on va vous raconter, cette fois-ci on va plutôt partir du côté de l'Inde, au pays des Indiens. Mais cette histoire, pour le coup, ne concerne pas un pays ou 2 pays ou 3 pays, elle concerne les enfants du monde entier. Une époque fort lointaine où, à cette époque, eh bien, figurez-vous que le ciel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, figurez-vous qu'à cette époque-là, eh bien, le ciel était beaucoup trop bas. Pour vous donner une idée, le ciel était tellement bas que les arbres, comme les conifères et tous les autres, n'avaient pas la place de pousser. Les oiseaux ne pouvaient pas voler sans se taper la tête contre les branches des arbres ou même contre le ciel. Quant aux adultes, le ciel était tellement bas qu'ils ne pouvaient pas se tenir aussi droit que leur corps le leur demandait. Ils étaient obligés de marcher penchés en regardant leurs pieds sans savoir où ils vont. Il n'y avait que les enfants, exactement comme vous,
qui pouvaient aller et venir à leur aise, mais les enfants savaient qu'un jour, à leur tour, ils deviendraient grands et adultes, et à leur tour, ils seraient obligés de marcher penchés, en regardant leurs pieds, sans savoir où ils vont. À moins que quelque chose ne se passe. Eh bien justement, un soir, tous les enfants de la planète décident de se réunir et de trouver une solution à l'histoire de ce ciel beaucoup trop bas. Espace, faudrait me concentrer. Ici, je suis là, ici. Oh, mais enfin, mais là, oh, Hey. pas mal. Ouais. Hey, hey. Mais bien sûr. Et ce soir-là, tous les enfants de la Terre décident ensemble de soulever le ciel. Alors, eh bien, ce soir-là, ils arrivent bien nombreux et cherchent des poteaux. Et ce soir-là, pour la première fois, tous ensemble, les enfants se sont mis à compter et vous pouvez nous aider. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Oh non! Mais le ciel était toujours beaucoup trop bas. Alors, eh bien, le lendemain soir, les enfants reviennent, encore plus nombreux que le soir d'avant, avec cette fois-ci des poteaux encore plus longs. Et ce lendemain soir, les enfants de la Terre, de nouveau, se sont mis à compter. Évidemment, les adultes à côté se moquent des enfants. Mais les enfants n'en ont que faire. Ce soir-là, ils se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Mais le ciel était toujours beaucoup trop bas. Les arbres n'avaient toujours pas la place de pousser. Les oiseaux ne pouvaient toujours pas voler sans se taper la tête contre les branches des arbres ou contre le ciel. Quant aux adultes, ils étaient toujours obligés de marcher penchés, en regardant leurs pieds, sans savoir où ils vont. Poussez-vous, oh là là! Alors le lendemain soir, les enfants qui sont persévérants reviennent encore plus nombreux avec des poteaux encore plus longs. Et ce soir-là, ils se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Mais le ciel était toujours beaucoup trop bas. Alors le lendemain soir, eh bien, les enfants reviennent encore plus nombreux. Plus personne n'est dans son lit. Plus une petite sœur, plus un petit frère, personne. Tout le monde est là ce soir-là. Et les enfants reviennent avec les poteaux les plus longs qu'ils aient pu trouver. Les poteaux que les enfants trouvent ce soir-là sont tellement longs qu'ils sont parfois 100, parfois 1000 sur un seul poteau. Et ce soir-là, les enfants de la Terre se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Et ce soir-là, enfin, le ciel s'est soulevé. C'est seulement depuis ce soir-là, les enfants, que le ciel tel qu'on le connaît est à sa place. Grâce aux enfants, depuis ce soir-là, enfin,
eh bien, les arbres ont eu la place de pousser. Les oiseaux ont eu la place de voler sans se taper la tête contre les branches des arbres ou contre le ciel. Quant aux adultes, pour la première fois, ils ont pu se tenir aussi droit que leur corps le leur demandait en regardant le ciel. Mais le plus merveilleux dans cette histoire, c'est que le lendemain soir, lorsque le soleil s'est couché et que la nuit est tombée, pour la première fois, eh bien le ciel s'est mis à scintiller de partout, des petites pointes de lumière. Car sans le faire exprès, les enfants qui étaient nombreux avaient fait plein de petits trous dans le ciel, partout. Et à l'intérieur des petits trous, vous savez ce qu'il y avait ? Des étoiles. Alors les enfants, la prochaine fois que vous aurez peut-être le bonheur de regarder un ciel étoilé, vous repenserez à cette histoire et vous vous direz déjà que c'est grâce à vous, les enfants, que le ciel est à sa place. Et puis peut-être que dans votre réflexion, vous repenserez à ce spectacle et vous vous direz, mais en fait, toutes les histoires qu'on a entendues, elles étaient vraies. On a une petite mission à vous confier avant de poursuivre. C'est que les enfants, vous avez bien entendu, c'est que les histoires qu'on vous a racontées aujourd'hui, elles se sont passées. À un moment donné, quelqu'un l'a raconté, qui l'a raconté, qu'on vous les a racontées aujourd'hui. Alors avec vos mots à vous, vos phrases à vous, essayez d'aller raconter ces histoires. Parce que peut-être, avec un peu de chance, quand vous serez grand, il y aura encore des enfants qui pourront entendre les mêmes histoires que vous avez entendues aujourd'hui. Merci.